Bonjour à tous. Désolée pour ce petit cafouillage de démarrage. Nous avons une personne qui est en France par Zoom et on a du monde aussi à Pointe-Goutte. On avait des difficultés à partager tous les diaporamas. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Donc, c'est le séminaire de sciences humaines et sociales. C'est le séminaire de sciences humaines et sociales qui est co-organisé par l'IRD, l'université, l'IAC et le GIE Océanique, donc dans la dynamique du CRESICA. Et ce mois-ci, on a la chance de recevoir Eddy Wadrawan, qui est chercheur à l'université qui est maître de conférence à l'université de la Nouvelle-Calédonie en sciences de l'éducation. Il se présentera de manière un peu plus complète s'il le souhaite au démarrage, parce que je pense que c'est une introduction aussi à son travail. Beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un honneur pour nous de te recevoir, Eddy, merci. Et donc, le système du séminaire, il est comme d'habitude, on est sur à peu près 2 heures. On a 1 heure de présentation et 1 heure de débat pour vraiment laisser la place aux discussions, mais aussi pour laisser le temps au présentateur de développer complètement son propos. Donc, je vais me taire tout de suite et laisser la parole à Eddy. À toi. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier IRD et particulièrement collègue Sabino qui m'a invité à présenter faire cette présentation au cours d'un repas, un déjeuner amical et collégial que ça est devenu l'idée puisqu'on a vu ensemble un certain nombre d'éléments qui apparaissaient à travers cette discussion. Petite rectification, je suis humblement que je le fais, des autorités ici, je suis effectivement qualifié maître de conférence en 70e section et en 15e section, mais pas encore nommé officiellement à l'université. Espérons qu'il y aura un poste sur lequel je serai nommé. Voilà, mais c'est pas pour. C'est simplement pour rester dans les rectitudes de la hiérarchie du fonctionnariat. Voilà, dans mon intervention aujourd'hui, si vous voulez, depuis un certain temps, il y a eu des recherches qui ont été menées sur la culture kanak et beaucoup connaissent les travaux de Audricourt qui avait qualifié la société kanak comme étant une civilisation. Et une civilisation avancée. Et depuis un certain temps, justement, ce savoir est reconnu à l'intérieur de la société, le savoir culturel. Aujourd'hui, ce savoir est en train d'entrer dans l'école. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, c'est tout ce qui relève de la société, des sociétés autochtones, qualifiées de sociétés premières ou sociétés primitives, tout ça, etc. Tous les savoirs qui étaient dedans ont été qualifiés comme étant de la rêverie, de la naïveté. Or, beaucoup se sont un peu chamaillés, on va dire comme ça entre nous, entre guillemets, sur le statut de ces savoirs, etc. Aujourd'hui, ces savoirs sont de plus en plus reconnus, les savoirs autochtones. D'ailleurs, on parle de savoirs autochtones aujourd'hui. J'éviterai d'une manière, par position et de rupture par rapport à ce qu'il en est des positions épistémologiques, j'éviterai le terme indigène, parce qu'indigène renvoie trop aux arrière-plans de la colonisation et renvoie trop au darwinisme qui a existé pendant longtemps. Je préfère le terme autochtone, parce que ça va déboucher sur des éléments qui nous sont prépondérants pour pouvoir réfléchir là-dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces savoirs-là entrent aujourd'hui dans le domaine scolaire. Ces savoirs participent à, aujourd'hui, comme on le croit, ce qui se dit, c'est-à-dire tenter d'apaiser l'école, tout ça, etc. Et pendant longtemps, ces savoirs, les anthropologues
se sont opposés là-dessus, etc. Or, depuis un certain temps, il en est advenu qu'il faut articuler, puisqu'on construit le même monde, et qu'il faut non seulement co-construire, mais il faut réfléchir à des bases scientifiques sur lesquelles ce savoir puisse se reposer et aussi être critiquable comme tout autre savoir universitaire. Et ça, c'est un point très, très important parce que la reconnaissance du savoir passe par là. En visée exploratoire, j'ai mis cette petite phrase en sachant clairement ce que l'on veut. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez tous autant que moi, vivons dans ce pays, les choses évoluent très vite. Les choses évoluent très vite. On a des échéances qui s'annoncent, etc. Et on le sait, l'école participe comme un des outils, comme en France, par exemple, l'éducation nationale. Hein, l'école, c'est un des piliers de la République. Aujourd'hui, on parle de projet éducatif calédonien, etc. Et l'école va être appelée à former quelque chose, à former ce citoyen, etc. Donc, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on définisse clairement quel genre de société on veut tendre, quel genre de citoyen, etc. Ce que nous allons voir par la suite, donc je n'ai pas décliné le plan ici, mais on va le voir au fur et à mesure. Selon les propos de Jean Fraisse, la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, est en fin de peloton des pays en voie de décolonisation ou à décoloniser. On a vu avec l'histoire beaucoup de pays qui ont été décolonisés dans les années 60, tout ça. On s'est aperçu que souvent les pays décolonisés reprennent un certain nombre de schémas qui existaient auparavant. Et ça me rappelle une des grandes phrases de Chibaou qui disait « ce n'est pas la peine de sortir par la porte et rentrer après par la fenêtre ». Donc, il y a un défi qui nous est posé aujourd'hui. Entre autres, c'est pour ça que j'avais titré tout à l'heure « de savoir ce qu'on veut ». D'une part, parce qu'on doit évoluer. Et comme je reprends ici une autre phrase de Freinet, qui dit « ce que l'on veut que le monde soit, il faut le faire à l'école, en sachant clairement ce que l'on veut ». C'est une des phrases. Mais là, on voit la prépondérance de l'école et de réfléchir à cet instrument. Mais avant de voir tout ça, etc., il est intéressant, suivant des notes de terrain, de voir comment les gens se représentent l'école. L'école qui, je rappelle, l'école entre avec l'histoire. Il faut bien différencier les deux choses. La société kanak a des cases d'éducation et l'école, en tant que structure institutionnelle, elle rentre avec l'histoire. Dans le Pacifique, comme ici. L'école est une donnée importante de cette histoire. Quelques représentations. Et on regarde ici les représentations, les tergiversations. On voit qu'au départ, si vous notez ce que dit Mère Salomon ici, on voit l'école, à ses débuts, entre dans le milieu. Ben, c'est une chose. On a l'impression que l'école, c'est comme un ovni qui arrive et qui se pose à l'arrivée. Mais peu de temps après, et ça c'est M. Feuer dit, il dit l'école, c'est l'école de la chefferie. Les enseignants sont nommés. Donc il y a une forme d'appropriation du savoir. Ensuite, on voit Mme Enegotunani qui parle de l'économie, qui amène vers des grandes choses. Et de l'autre côté, paradoxalement, pendant que les gens critiquent l'école, Elie Pagoun dit l'école, c'est peut-être la chose qui a été la moins coloniale. Donc, face à tous ces points de vue, à la fois paradoxal, contradictoire, ambigu, tout ça, selon
langue que nous prenons, ce qui est intéressant, c'est que ça produit quelque part, on ne sait pas trop, on tergiverse entre des positions. Et vous voyez ici ce que dit Croby et César. Il dit, si je fais l'école comme dans une classe canale, on m'engueule. Mais si je fais l'école comme un Européen, on dit il est con. Vous voyez bien le désarroi ici. Donc, il faut savoir à la fois maîtriser cet outil, mais aussi quoi en faire avec cet outil. Parce que cet outil arrive avec l'histoire. Et j'en viens tout de suite à la question, c'est que cet outil participe à la construction du savoir. J'entends bien savoir de l'école, parce qu'il existe un savoir à l'intérieur de la société. Et ici, c'est le savoir de l'école. Et construire du savoir, ça va participer à certains changements, puisque les sociétés ont évolué, produisent du savoir par leur expérience sur le réel, et ce savoir s'accumule au fur et à mesure, et que par la suite, eh bien, ça rejoint le domaine de la culture. Et chaque société a pu se spécifier en fonction de ce savoir qui est véhiculé à l'intérieur de la société. Nous avons vu par exemple dans les civilisations de l'Antiquité, les Égyptiens se spécifiaient avec les hiéroglyphes, les Phéniciens avec l'écriture cunéiforme. Nous, il y a une particularité qui est jusqu'à aujourd'hui, je parle en face de deux archéologues ici, sous leur autorité, sur la question des pétroglyphes, tout ça, etc., de leur définition. C'est quand même un élément de savoir, mais qui vous a beaucoup. Donc, ça veut dire c'est des savoirs qui ont spécifié les sociétés. Donc, il existe bien des savoirs à l'intérieur du pays, mais arrive en même temps ce savoir à l'école. Que faire? Que faire? Or, on sait que le savoir est un potentiel qui fait changer les sociétés. Donc, face à la présence de ce savoir, il faut, quelque part, reconstruire du savoir. Et on sait que pour changer et poursuivre la sortie de l'immobilisme qui a existé, préexisté, il faut continuer à fabriquer du savoir, etc. Ce qui nous est intéressant à travers l'histoire, et depuis tout récemment, c'est que nous avons l'opportunité institutionnelle de pouvoir participer à reconstruire tout ça. C'est ce qui s'est passé avec l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa. Il nous donne cette opportunité à participer, à construire, élaborer et fabriquer du savoir pour cette école. Alors vous voyez ici, j'ai pris l'exemple du pays, la question du pays, où le pays est, on le voit bien aujourd'hui, c'est discuté entre trois grands partenaires, trois angles ici, et ces trois angles, si vous regardez bien la figure du triangle, c'est que ce sont des angles qui s'opposent, pour ceux qui connaissent les maths, qui s'opposent mais qui sont complémentaires. Donc, il y a une recherche ici à définir la prépondérance et l'équilibre du pays à l'intérieur de ce triangle. Autre élément aussi intéressant à voir, c'est que dans ce triangle-là, nous pouvons voir des formes de rapports de force. Des formes de rapports de force que, pour pouvoir en rediscuter tout à l'heure, l'équilibre excentrique, les dépendances adjacentes, l'équilibre dynamique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces angles-là sont mis en interaction dans la définition du pays. Donc, institutionnellement, nous avons cette autorisation à réfléchir aux différents savoirs composés pour pouvoir définir par la suite ce qui sera de l'éducation du pays et du pays en lui-même, mais les choses avancent actuellement. Donc, par rapport à ce triangle et au pays, eh bien, nous entrons ici dans la fabrique du savoir. Et là, pareil, nous retrouvons la même configuration
où ici, le savoir est plongé à l'intérieur de ce même triangle, mais dont les angles sont l'ethnologie, la didactique et l'écologie. Simplement pour expliquer pourquoi positionner le savoir à travers ces trois angles, eh bien parce que l'ethnologie, c'est que le savoir, à un moment donné, doit participer. D'abord, ça relève du contexte, et en plus, ça participe à l'édification de la société. Pourquoi écologie? Eh bien, pour que les gens soient mieux formés à mieux réhabiter le pays, puisque le pays a déjà été habité, et aujourd'hui, les nouveaux contextes s'installent, donc il faut. Et didactique, pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui de dire qu'il y a du savoir, mais il faut redynamiser ce savoir pour que ce savoir soit propice aujourd'hui à la formation du futur de ces êtres, des citoyens que nous attendons. Et c'est pour ça que la question qui a été posée déjà dès le début, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait. Quelle est la démarche que j'applique dans cette réflexion? La démarche tourne autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est la dialectique. Tel que vous voyez ici, c'est de mettre en interaction les éléments et les confronter par le débat théorique. Il faut que les savoirs aujourd'hui dans la société soient à la fois identifiés, mais en même temps débattus. Pour qu'on sorte ces savoirs-là de ce qui a été le carcan pendant longtemps, considéré comme savoir premier, mais issu d'une forme de naïveté. Ça doit entrer dans une forme d'épistémologie, c'est-à-dire une véritable construction. Nous verrons tout à l'heure les limites. Deuxième élément, c'est qu'il faut opter vers la divergence, apprendre à relier ces savoirs, autant les savoirs autochtones que le savoir de l'histoire. Il faut apprendre à lier. Mais la société, elle est très entretenue, elle sait, des sociétés à longtemps, très très longtemps, depuis, gérer la diversité, réussir à gérer la diversité, on le voit bien à travers les courriers de l'IA, etc. Donc il y a des choses qui sont déjà là. Donc mentalement, la société canadienne, elle est prête à gérer cette idée. Elle est là, c'est déjà dans le mental. Alors je vous laisse Audricourt lorsqu'il compare les deux formes de société. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est intéressant aujourd'hui de relier les savoirs. Et troisième point de vue, théorique, procéder à l'anticipation, c'est de construire en proposant des solutions sous forme de projets et de production d'écrits, parce qu'il faut fixer maintenant ces recherches, tout ça, etc. Et l'analogie, la transposition didactique et transfert, pardon, c'est ce que nous allons voir après. Donc voilà à peu près la démarche qui va préoccuper notre discussion de cet après-midi. Et à travers ces 4 piliers-là. Donc, ceci nous amène à co-construire des choses à partir du vécu quotidien. Effectivement, le vécu quotidien est très important. Si je peux me lever. Bien sûr. Je suis plus à l'aise comme ça. Je vais prendre mon. Comme ça, je le fais défiler. Parce que... Allez. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, co-construction du sens à partir du vécu quotidien. Et c'est effectivement, là, vous voyez, tout doucement, depuis tout à l'heure, on plonge vers l'école. On plonge vers l'école parce que l'école va être l'instrument qui formera les futurs citoyens, qui formera justement cette génération qui est déjà à la porte. Et je vous donne ici, c'était très simple, un vécu d'enfant de tribu. En fait, l'enfant aujourd'hui, il a 62 ans, c'est moi. Et la première fois, c'est la première fois que je reçois mon cahier de brouillon dans l'école de ma tribu, la petite école de tribu de Padawan. Et quelques années après, je me remémore, c'est une histoire vécue.
Ce qui montre que l'école va marquer. Et ça va marquer. Quand je veux le dire, lorsque je me suis pour la première fois au cahier de brouillon de Marc et Arthès, avec des couvertures bleues, j'ai découvert sur la quatrième page une couverture les fameuses tables que nous devons apprendre par cœur. Pour les retenir, le mettre et transformer en choc. Lors de la distribution, vous observez, c'est également une regard inspiré. L'enfant est fier d'avoir son cahier, enfin ce cahier bleu. Enfin ce cahier. Enfin, ce cahier bleu m'intriguait. La sortir de neuf, etc., etc. Par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que ce retour vers le passé de l'école montre que l'école a marqué beaucoup d'entre nous. L'école nous a marqué. Pourtant, tout à l'heure, on a vu les représentations, mais l'école a marqué les générations. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que si on revient en arrière entre le marquage de l'école sur l'individu, le souvenir qu'il a de l'école, l'école a quand même permis aussi, vous voyez, la géographie culturelle ici. L'école a permis que nous puissions comprendre un certain nombre, et pourtant nous comprenons dans notre façon de voir notre univers. Mais d'en arriver à ces explications et des temps, c'est très intéressant parce que on peut dialoguer. Et vous voyez ici simplement l'orientation de l'île de Marais. Si on prend par les 4 points cardinaux, on a tout faux. On a tout faux parce que les gens de Marais, ils s'y réfèrent d'un côté par les 4 points cardinaux, mais ils se réfèrent par l'orientation des vents. Et ça, c'est pas moi qui le dis comme ça, je le dis par connaissance, mais Gilbert le dit, Rivière le dit, etc. Et ce qui est fabuleux, c'est que pourquoi on va s'appuyer sur le vécu, pourquoi je parlais du vécu tout à l'heure, je parlais du vécu d'enfant à l'école, et de cela, c'est parce que ce vécu a produit ça. Le vécu de la tribu a produit ça. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est l'orientation, cette forme d'orientation entre le Wadiou au nord et l'Avocat, et le Wadawa ici et le tourisme de côté, ça produit aujourd'hui le schéma qui gouverne un peu à la fois les festivités, mais en même temps le développement économique sur l'île. Donc, vous voyez que c'est possible de réfléchir aux outils modernes tout en nous calquant sur l'univers mental qui est là. L'univers mental et qui est traduit ici par la géographie. Et je reprends ici ce que dit, là je m'assois, ce que dit Tubaou, c'est que la culture ne peut pas être jetée en chemin. La culture, c'est quelque chose de très, très important. Et tout ceci, depuis tout à l'heure, et autant l'histoire de l'école qui marque les générations de Canal, et autant ce qu'on voit, ce qui reste au niveau du développement, tout ça, etc., ça montre qu'il est possible de changer les choses. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à des outils très puissants pour changer le contexte. Et c'est ce qui nous amène au quatrièmement. Changer quoi? Ben, il faut changer les fondements de l'éducation. Mais changer comment? Pourquoi j'ai mis tout à l'heure l'histoire du cahier bleu avec ses couvertures de table, et en même temps pareil, ben, il faut le changer au sens du double héritage. Il faut changer au sens du double héritage. Parce qu'on ne peut pas larguer notre héritage. Cet héritage fait partie de nous aussi. Et vivant ici, c'est un héritage qui est spécifique, qui est là, etc. C'est double héritage. Pour changer les fondements de l'éducation, il faut apprendre à co-construire. Construire ensemble. Construire ensemble, je vous montre ici, à partir des réalités qui existent. Et là, je vous donne ici
un peu mes recherches qui ont perduré pendant un certain temps, c'est l'histoire de la façon de positionner l'école de la tribu. L'école arrive dans la tribu, il y a une façon de positionner l'école. Elle est très intéressante. En fait, il y a 4 caractéristiques qu'on retrouve. La première caractéristique, c'est l'école située dans le milieu tabou, ici représentée par le cimetière. L'école en retrait, comme en Hawaïen, et l'école à la lisière. Et là, l'école consensuelle, et c'est là qu'on va s'intéresser beaucoup à cette caractéristique consensuelle, etc. Et dans cette histoire consensuelle, je voulais traduire quelque chose, c'est ça. Non, je donne l'info à ton bout pour qu'il suive. Ah oui, c'est cette... c'est que l'école de Béchaot. L'école de Béchaot, alors ici, pour simplement rappeler très rapidement, c'est que ici, c'est une ligne de faille ici, puis à la chefferie. Et cette ligne, souvent, c'est une ligne où les gens se disputent les limites, à savoir entre les catholiques d'un côté et les protestants de l'autre. Les vieux discussions sur discussions, coutumes et coutumes, finalement, ils ont pas pris l'école catholique, ils ont pas pris l'école protestante pour pacifier le lieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'école laïque. Ils ont pris l'école laïque, ils ont posé les juges. Et à un moment donné, quand j'étais dans la tête, je me disais, puis ils étaient laïcs avant de venir par la colonisation. C'est quand même formidable. Parce que la laïcité, c'est ça. Entre les divergences, arriver à trouver des formes d'équilibre à l'intérieur. Et je me disais ça il y a déjà 10 ans, 15 ans. Je dis qu'ils étaient laïcs. Bon, trêve de plaisanterie. Simplement, c'est de montrer, dans l'école, il y a la conception occidentale qui arrive avec l'histoire, mais il y a une conception autochtone qui, ces deux conceptions, se retrouvent à l'intérieur de l'école. Ce qui fait que, se retrouvant à l'intérieur de l'école, eh ben, ça nous donne l'occasion ici d'articuler deux mots à travers l'école. L'école va être le lieu où on peut articuler les savoirs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme de résistance qui se passe ici. Je mets ici ce que dit Michel Cerveau. En effet, une idéologie ou science de l'autre commence précisément là où le caractère d'une autre société résiste aux spécifiques occidentales. C'est ce que montre Saline. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce positionnement à l'interstice. C'est ce positionnement, en disant consensuel, à l'intérieur du milieu. Et ce positionnement, elle n'est pas manifeste seulement à travers l'école. Vous verrez que ce positionnement, ça se voit aussi à travers de deux autres choses. Bon, ici, c'est comment les lieux vont positionner l'école pour arriver à l'écriture, par exemple, du procès verbal, etc. Et ça, cette image, elle est intéressante, ce qui s'est passé tout récemment avec la tortue sur le Bougnier. Comment la position coutumière et la position juridique arrivent à l'écriture de notre pays. C'est-à-dire, on peut tuer les tortues pour les cérémonies, et quand on est en l'année, on ne tue pas les tortues. C'est quand même intéressant. Ça montre, hein, ça montre que on peut arriver à des choses pour co-construire et construire ensemble. Je progresse là-dessus et on arrive justement aux éléments fondamentaux. Et là, c'est là où on va s'intéresser. C'est pour ça que je vais un peu vite sur la question de la transposition didactique. Donc, les éléments fondamentaux participent ici à ce que j'ai dit, une forme de redirection. On va rediriger les choses, etc. Donc, si on veut rediriger la société, si on veut qu'elle change de route, eh bien, le premier élément, c'est de savoir vers quel type de société évolue. Définir clairement les objectifs immédiats et lointains. Rediriger l'école en fonction des types d'hommes attendus, quel type de citoyens attendus par la société.
Deuxième point, on ne peut pas se débarrasser de l'école, mais il est possible de changer la manière de faire l'école en commençant par étudier comment transposer les savoirs autochtones vers l'espace académique. Et ça prévient quoi? Pourquoi le faire dans ce sens-là? Ça peut prévenir ce que dit ici Yves Chevalard, l'usure biologique du savoir enseigné, c'est-à-dire que c'est un savoir qui s'éloigne des références savantes, mais ça prévient aussi l'usure morale du savoir enseigné, c'est que pour éviter que le savoir se rapproche dangereusement du savoir banalisé. Donc, ce sont des limites. C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention à ce que nous allons transposer dans l'école en termes de savoir autochtone. Aujourd'hui, la dignité de ces savoirs autochtones, elle est reconnue. Les politiques ont décidé de leur intérêt, de leur nécessité de faire une place. Dans les programmes, aujourd'hui, on le voit dans le projet éducatif calédonien. Et ce projet, cet objectif, il est atteint. Et il est atteint d'autant plus qu'aujourd'hui, dans ce projet existe ce qu'on appelle les éléments fondamentaux de la culture kanak. Et dans les éléments fondamentaux de la culture kanak, il y en a 6. Je regarde un peu l'heure. Il y en a 6. Donc, dans les éléments fondamentaux de la culture kanak, il y a le clan, la personne, la case, terre, espace, igname, langue. Il faut comprendre quand même, que ces 6 éléments, ça prépare l'élève au monde présent qui continue de se transformer. C'est aussi pour concevoir et créer les conditions nécessaires d'apprentissage à tous les élèves. L'élève a besoin de repérer les niveaux d'exigence des compétences exercées. Les compétences de l'école doivent rester, parce que ce sont des compétences qui sont universelles, mais ces compétences doivent être retravaillées pour une meilleure scolarité de l'élève. Il faut arriver à sortir des effets de la nostalgie, de certaines pratiques enseignantes déjà dépassées. Il faut dépasser ça. Quatrièmement, il faut savoir qu'un travail scolaire, c'est un travail structuré et organisé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire très attention à ce que nous allons transposer dans l'école. Pourquoi il faut faire attention de ce que nous allons transposer dans l'école en termes de savoir autochtone? Eh bien, il faut que ces savoirs subissent ce qu'on appelle une analyse didactique. Il faut qu'il y ait une analyse didactique. Diapo 19. D'accord. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout transposer à l'intérieur de l'école. Comme je le dis ici, les modes de transmission des savoirs autochtones sont directement liés au contexte de leur manifestation. Les importer directement dans l'institution scolaire serait absurde et dangereux. Absurde pourquoi? Parce que l'école opère d'une manière institutionnelle des distinctions de savoir à enseigner, etc., en programme, etc., etc. Deuxième élément, pourquoi c'est dangereux? Parce que, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux travaux de Chevalard, c'est qu'on risque quand même, dans certains savoirs coutumiers, certains savoirs, tous les transposés, on risque de les banaliser. Il faut certains savoirs de la coutume, certains savoirs du milieu que ça garde, que ça garde quand même un certain sens du sacré et du symbolique, de tout ça, etc. Donc on a un peu perdu le... Mais tu n'as pas perdu le fil. Hein? Tu n'as pas perdu le fil. Là, je peux perdu le fil. Continue, ça va revenir. Voilà, donc la question de la didactique est donc très, très importante. Donc après,
Ah oui, alors là, on va être obligé d'avoir la fiche, parce que là, ils ne pourront pas saisir ce que je vais dire, parce que ça va être tout un schéma. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mis Essayez de redemander. Il vient acheter. Ouais. Ce qui suit après, vous êtes obligé d'avoir l'écran parce que c'est le socle des schémas. Alors là, je ne sais pas trop, mais il y a tellement d'ordinateurs, on ne s'y retrouve plus. Hein? Que? Je sais pas ma guitare. Ah oui. Mais on peut bien poser une ou deux questions si en attendant, si vous avez des questions. Non? Voilà. Pas de questions. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'analyse didactique des savoirs autochtones, il faut le faire. Il ne faut pas commettre l'erreur de tout transposer à l'intérieur. Finalement, à la fin, ça devient la kermesse. Voilà, le danger est là. Hein, le danger est là parce que d'une part, ça devient la kermesse, et d'autre part, eh ben, c'est pas rendre la notoriété de ceux qui ont pensé ce genre de savoir. Et c'est quand même des choses. Si ces savoirs existaient et préexistaient jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça a fait tenir la société. Et la société, elle a été là. Vous n'avez pas prévu de revenir si vite. Désolé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour ceux qui sont à distance, en fait, on a eu un souci, le diaporama n'est plus visible. Donc ceux qui sont à distance, vous l'avez, mais nous, sur place, on ne l'a plus. Dans les traductions de savoir, c'est pas facile à traduire vers les écrans. Ah, bien. C'est l'équipe qui a mis à ces points de vue. Donc la deuxième partie, si vous voulez, la deuxième partie que nous allons voir, c'est de vous montrer comment on fait pour faire évoluer un savoir à partir du milieu jusque dans la partie classe où l'enseignant va manipuler plus du savoir, mais si, aspect de savoir, mais de la connaissance. Parce que le savoir évolue à l'intérieur de l'institution, d'abord la recherche, etc. Et après, arrive dans la classe, et l'élève n'en retire que des connaissances. Vous voyez, simplement vous l'illustrez comme ça. Dans la société, on va partager, par exemple, avec un code, je vais partager des signaux, on va partager des cocos, on va la pêche, on va partager des poissons. C'est l'idée du partage. C'est le côté pragmatique. Après, si quelqu'un observe cette pratique, il va se saisir de ce partage-là, il va le retravailler sous forme d'écriture, d'opération. C'est-à-dire qu'on commence à didactiser, c'est-à-dire apprendre sous forme de savoir transférable vers l'école. Et on écrit tout doucement, et on arrive à utiliser, vous voyez, l'histoire de la potence, etc. Et ça va vers les gouvernements, c'est-à-dire que les gouvernements vont dire, voilà, il faut ça, 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 ça. Et après, l'enseignant, il va avoir une programmation, c'est-à-dire que lui, de sa classe, il va faire comme ça, 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 ça. Et dedans, par exemple, vous n'allez plus retrouver le partage. Vous allez retrouver évoluant à travers on ne doit pas oublier que nous sommes en train de construire des citoyens. Construire
des éléments de société. Donc, il faut du soubassement, à la fois tout ceci, l'ethnologie, la sociologie, l'écologie, la sociologie, mais contrôlé ici par des rapports philosophiques. Ceci progressant nous amène effectivement à partir de tout cela, eh bien, petit à petit, on passe de la subjectivité ici de la société à quelque chose d'objectif, ici, une forme d'objectivité du fait de l'épistémologie, du paradigme et tout ça, parce que la science, quelque part, elle a normalisé, elle a égalisé le statut du savoir scientifique, et ça amène dans cet autre domaine de la conceptualisation. Jusque-là, ça va? On suit bien? Je sais pas. Ah, c'est les autres? Ah, oui. Attendez, des voix, on est toujours sur le même schéma qui, comme vous l'avez compris, s'affiche au fur et à mesure. On en est au processus didactique. Voilà. Ce qui fait que ça, si vous voulez, c'est tout le travail. Si vous voulez, parce que là, on est 3 corps de métier ici. Donc, par exemple, les 2 sont archéologues, voilà, leur travail est là. Hein? Les 2 autres anthropologues, ben, ils se servent aussi de ça, mais ils commencent à rentrer dedans. Et moi, comme je suis enseignant, ben, moi, je vais me retrouver ici. Je vais commencer à transformer ces savoirs aussi sous forme de programme. Mais je ne le fais pas comme mes pauvres désirs. Je le fais par des intentions politiques, parce qu'il y a des gouvernants qui nous disent faire ci, faire ça. Donc, pas trop sortir du cadre. Hein. Voilà, mais on reviendra. Donc, processus didactique, j'en prends des éléments de psychologie, ici le sociopositivisme de Vygotsky, pour le contrôle des connaissances, l'équilibration chez Piaget, vous voyez, je vais contrôler tout ça, etc. Vous voyez que je ne le fais pas transformer n'importe comment, je fais sous des bases théoriques bien argumentées. Tout ça pourquoi? Parce que je vais chercher à modéliser le savoir. Alors, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Je vais tenter de modéliser. On va voir c'est quoi le mot de la modélisation. Et en plus, je vais tenter de schématiser. Vous voyez déjà le chemin? Et déjà le chemin qui parcourt d'un phénomène social, on arrive ici, déjà, c'est le savoir. On n'est pas encore à la connaissance. Et je continue. Je décide que ça pourrait intéresser l'aspect pluridisciplinaire et l'interdisciplinaire. Après ça, je poursuis et dis, maintenant que je vais procéder à l'étude du transfert vers l'école, voilà, etc. Deux éléments fondamentaux à tenir compte, et ça c'est fondamental à avoir à l'esprit, c'est que il faut toujours garder l'idée du lien entre ici, là et là, et avoir du sens. Alors, pour ceux qui s'en connaissent, je dirais, avoir du lien entre le phénomène, son objet en études savantes aux recherches, son passage dans les processus didactiques et le lien vers l'école et vers la classe. Ce lien-là doit être conservé, selon les niveaux et les degrés. Mais ce lien est doublé par la question du sens. C'est-à-dire que la didactique, et là on voit la définition de la didactique. Qu'est-ce que c'est que la didactique? La didactique, c'est la transformation ou le repérage de savoir ici, et c'est la transformation de ce savoir
qui est lié à un phénomène ici, à travers son voyage, c'est-à-dire sa projection vers les institutions, mais il faut que ces savoirs conservent leur sens. C'est-à-dire, si le savoir coutumier part de la coutume, quand elle arrive à l'école, c'est peut-être une connaissance haute coutumière, mais il faut que quand l'élève voit ça, il arrive à voir la pratique coutumière là-bas. Alors, le sens est gardé entre deux institutions, entre l'institution coutumière et l'institution scolaire. Je continue. Ici, la question de l'étude du phénomène, tout ça, quand on est dans l'étude, pas encore dans l'étude, mais quand on identifie quelque chose dans la société, on est en situation d'exode. Lorsque la science commence à normaliser, égaliser d'une manière statutaire, c'est-à-dire de savoir à le même niveau, le même statutaire, nous sommes dans une situation ISO. Et après, quel est notre statut? Eh bien, simplement le statut d'exo, etc. Donc, du phénomène à l'harmonisation dans les programmes pour que ce soit enseignable et à sa démonstration à l'intérieur du cahier de l'élève. Et d'ailleurs, ce terme exo, ça a donné quel terme dans la pratique scolaire? Exercice. Et cet exercice, pourquoi? Pour le hors deux. Pourquoi hors deux? Exercice, sortir. Hors deux, ben c'est pour la société, pour arriver à développer des habitus, une façon d'habiter le lieu. Tout ça, c'est toute la préparation que vous voyez de l'intérieur au transfert, avec ici isolé le morceau lié à la science, le morceau lié à la didactique, et là, vous voyez, le savoir qui est lié, par exemple, le savoir lié aux pratiques coutumières, ici, à la parure à la fois scientifique et académique. Et c'est le cas des EFCK. Les éléments fondamentaux de la culture kanak ont la parure scientifique, parce que ça a été réfléchi par la science et normalisé en tant qu'objet d'enseignement et de culture à l'intérieur des programmes scolaires, mais c'est aussi académique, dans le sens où ça rentre dans les programmes d'enseignement et enseignable en même temps dans les progressions des maîtres et aussi retraduit sous forme de projet pour les enseignants. Et vous voyez, une chose fondamentale qui apparaît, c'est qu'en créant ce genre de schéma, on voit apparaître la solidarité entre l'environnement et l'être. On a l'être un peu plus de respect de son lieu d'habitation. Les phénomènes d'interaction, comme je disais tout à l'heure, il y a les intentions politiques. Et nous arrivons ici à quelque chose de fondamental pour la société. C'est, comme vous le voyez en haut, un imaginaire et effort partagé. Voyez, les connaissances ici du milieu social autochtone, traversant le champ des recherches, la programmation enseignante, vers l'école, etc. Donc, l'effort est partagé. Et c'est là où je vous disais au début que l'ambition de ce que nous voulons mener ici à travers cette conférence et d'autres, c'est d'essayer d'articuler les deux mondes. Mais il faut trouver les liens qui articulent les deux mondes. Donc là, c'est... Et voilà. Donc ici, vous avez le schéma tout compris
qui montre comment un phénomène social canin peut, en remontant tout le chemin, la science, la didactique, la classe, et arriver ici à la société, c'est tout ce chemin-là. C'est pour cela que je vous disais qu'il faut faire très attention de ne pas transposer n'importe comment et n'importe quoi. Il faut contrôler tout ça, etc. Au risque de rendre banal le savoir de la société. Et si on rend banal la personne, c'est de ne pas rendre service à tous les dieux qui ont réfléchi à ça. Mais ce n'est pas aussi rendre hommage à toute la recherche qui a été déployée par les anthropologues, les sociologues, tout ça, sur les connaissances autochtones, etc. Et je pense que c'est un peu le chemin de ce que l'on appelle la décolonisation de la pensée à travers l'école. J'en viens à la pratique, parce que je suis d'abord un enseignant. Alors, on va mettre en pratique. Alors, on observe. Alors, maintenant, je vais interagir avec vous. Quel est le phénomène qu'on va étudier? Là, on regarde l'image. Quel est le phénomène qu'on va étudier? Le mariage. Hein, le mariage à mariage. Vous voyez ici, le mariage, ça c'est le Oulénaméen, c'est-à-dire voir la maison, etc. Donc, c'est quelque chose qui est en situation ESO, parce qu'il a été pris à l'intérieur de la société. On arrive ici, dans le travail de la science, pour pouvoir normaliser et égaliser, avec l'idée de modéliser, de schématiser, qui agit ici comme contrepoids anthropologique de l'observation. Alors, on va, avant d'arriver ici, on va voir ce travail, comment il a été fait. C'est bon jusque-là? Voilà. Donc, vous imaginez, on observe le mariage, et là, maintenant, le petit film, il est passé dans le laboratoire à Troca. Mon labo. Pardon. À Troca. Et c'est réétudié à Troca, et voilà que ça donne. Pardon. Ah, il n'y a pas de son? Vous entendez? Ben, on a entendu quelque chose. Là, il faut cliquer sur la petite vidéo qui est à gauche, un rectangle noir. Et un certain P. Godin va parler. Attends, je veux voir s'il n'y a pas de... Vas-y, monte le son. Vas-y. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Voilà, donc, Alors, l'igname, c'est absolument fondamental parce que, bien entendu, elle est, j'allais dire, la plante alimentaire fondamentale de la société. C'est une évidence. C'est-à-dire que on cultive de nombreuses plantes à tubercules, de nombreuses plantes alimentaires dans le monde kanak, et on en cultive d'autant plus que les Kanaks sont, comme l'avait dit Georges André Audricourt, qui était un ethnologue, un linguiste et aussi un botaniste émérite, que les Kanaks ne cessent d'introduire de nouvelles plantes, les voilà. Donc, vous voyez, là, voilà le travail de la science. Ils vont saisir le phénomène qui est dans la société, hein, et à partir de là, la science va tenter de le retravailler, etc. Et là, vous voyez, c'est ici l'intervention de mes collègues de notre labo. Il a été filmé lorsque nous avons fait le conseil partenarial pour la proposition des EFCK, c'est-à-dire des éléments fondamentaux de la culture canadienne. Donc, ça a été travaillé par une équipe de scientifiques au vice-rectorat, avec les instances du public de l'école privée, donc M. Tutugoro qui est là, qui est un des participants organisateurs de ce conseil partenarial. Et donc, ça a été travaillé. Et là, le monde de la science va se... Vous voyez, alors, là, on va se centraliser sur, comme je vous disais tout à l'heure, égaliser et normaliser, on va se centraliser sur un objet précis, l'igname en tant que tubercule. Après, d'autres collègues anthropologues vont se travailler sur l'igname et la hiérarchie à l'intérieur du monde social, etc. Ils peuvent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la science
voyez, la science, c'est comme si la science, elle prend ça, vous imaginez, voilà, vous imaginez que c'est brut, la science, qu'est-ce qu'elle fait, elle va commencer à tailler un petit peu, etc., en connaissance universitaire. Et ça, après, une fois que c'est avec les intentions politiques, eh bien, on passe, l'autre domaine que vous voyez ici, c'est le domaine, voilà, le domaine là, vous voyez, ça c'est l'image du conseil partenarial où nous étions en université avec M. Toubeau, tout ça, etc. Et là, c'est les inspections, les inspecteurs, les inspectorats, tout ça, etc., qui arrivent pour pouvoir décliner tout ça sous forme de programme, de livret d'enseignement. Donc vous voyez bien que jusqu'à ce stade-là, on ne peut pas dire que les éléments fondamentaux de la culture kanak, c'est un truc comme ça. C'est bien réfléchi, c'est bien parti de... Et on arrive ici à la didactique. À la didactique. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la dimension sociale du savoir qui est gardée. Cette dimension sociale qui est très importante. C'est-à-dire, c'est à la fois l'objet du savoir en lui-même, mais comment cet objet va être appliqué dans la société. Comme je disais aux jeunes enseignants que nous formons, je dis, quand vous apprenez des additions et des soustractions, il faut se soucier aussi des modalités d'application. Ça, il faut que l'élève, il faut que le petit enfant qui sort de l'école, il arrive à compter, c'est-à-dire, si avec 100 francs, combien d'élèves il peut acheter. C'est ça la dimension sociale du travail. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une correspondance entre ce qu'il apprend là et ce qui le fait interagir à l'intérieur de la société. Sinon, c'est des savoirs qui flottent, et lui va flotter avec le savoir. Vous voyez ce que je veux dire, ça fait une métaphore. C'est ce que les vieux disent, c'est capable de racine, c'est ça. Et j'en arrive ici, justement à la situation didactique, et là, on voit ici, au niveau des progressions, je reprojette. Ah, il faut leur dire d'appuyer sur la vidéo. Dans la classe de la radio, l'heure est à la présentation de la case d'un grand chef et de l'herbier médicinal qui se... Alors, vous notez simplement, vous avez entendu dans Patrice Godin, il parlait de l'igname, etc. Là, maintenant, nous sommes dans la démonstration de ce que c'est que l'igname dans la société, mais retravaillé dans la classe avec les enfants. Trouve autour. Vous prenez une feuille là-bas et vous allez me dessiner une case de grand chef avec ses spécificités, ainsi que toute la végétation qu'on trouve autour. Ce cours fait partie du programme Éléments fondamentaux de la culture kanak. Dans la contextualisation de la réforme du collège, c'est un enseignement obligatoire pour tous les élèves du 6e du pays et il s'inscrit dans une démarche de découverte. Qu'est-ce qui représente dans vos côtés ce tableau vert? Le cocotier, il représente la femme et le partenaire l'homme. Qu'est-ce que ça marque? La frontière des deux sacrés et tabous. Très bien. L'immersion progressive dans la culture kanak est déjà une réalité pour les petits 6e de Mariotti. Depuis l'an dernier, un programme d'échange. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez entendu ce que dit Thérèse, hein? C'est déjà une réalité pour les petits 6e de Mariotti. Vous voyez, le travail que fait la science, le travail que fait les didacticiens, de cette normalisation et égalisation, permet à un moment donné que ce savoir puisse continuer dans d'autres champs, dans d'autres secteurs, tout ça, etc. C'est-à-dire que si je peux partager une partie de moi avec l'autre, l'autre doit être susceptible de partager une partie de lui. C'est ce que je dis autrement, en faisant un petit chez soi chez l'autre et un petit chez l'autre chez soi. Et un peu on va rigoler un peu aussi. Voilà. Après, vous avez les photos en dessous. Ce sont les photos où, ici, je regardais des jeunes enseignants, ici, là, et là, ici, non, plutôt là. Là, c'est le cours de l'apprentissage d'une danse, hein, pour commencer à l'intégrer dans tout ce qui est motricité, tout ça, etc. Vous voyez, le papillon de Guédou, là, ça c'est pas mal, ça, pour faire danser les petits à l'intérieur des maternelles. Voilà. Et ici, vous avez les enfants apprennent la cérémonie de l'accueil. Et ça, c'est formidable parce que il faut observer sur place. Vous voyez les petits, ça, vous les mettez en cérémonie, passer des liens, et travailler l'accueil,
C'est des petits. On a l'impression que c'est des vieux petits. Et après, c'est tout ça, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si ça les. Mais, et j'ai vu fonctionner ça, j'ai vu fonctionner aussi à Marais, comment travailler à l'entrée. Au lieu d'entrer comme ça de la récré, comme une armée qui attaque, ils apprennent à rentrer en classe. Ça fait partie des éléments. On apprend à aller dire bonjour aux collègues, à aller dire bonjour à la directrice, au directeur, faire la petite coutume. Pas besoin d'amener 1000 francs de billets. Amener juste son dessin. Et ça apaise les classes, ça apaise l'école. C'est pour ça que nous y croyons à ces objets culturels. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours cette forme d'interaction permanente entre le monde de la recherche, la société dans laquelle les chercheurs vont chercher des éléments pour pouvoir les retravailler ici. Je pense que Mme Sabino fait très bien sur recherche, etc. Et après, arriver ici en classe sous forme de programme, et c'est traité par les enseignants, etc. Et vous voyez, c'est ça qui est formidable aussi, c'est que non seulement le lien est conservé du phénomène social jusque dans la classe, c'est-à-dire dans le cahier d'exercice de l'élève, mais le sens est conservé parce que quand il travaille ici, voilà, vous voyez, quand ils sont en train d'éplucher, les petits jeunes de Marignotti sont en train d'éplucher les ignames, petit à petit, on soupçonne quand même que c'est l'étude qui a été menée là, que cette étude a plongé ici. Donc, entre les deux institutions, le sens tient. Parce que le petit, alors, on n'a pas le temps de voir, mais un petit de Marignotti qui dit, mais les ignames, c'est important chez les Kanaks. C'est formidable quand il dit ça. Il a compris. C'est un petit qui grandira, c'est normal que ça change pour la fête des ignames, parce que c'est une cérémonie importante. Vous voyez, c'est ça. C'est tout ce respect là-dedans. Je vais vite parce que voilà. Si vous avez compris le schéma, l'essentiel est là. Après, il y a un deuxième travail, c'est le même travail qui est développé, sauf qu'on va s'intéresser ici. Donc ça, c'est ma conférence avec M. Fabrice Ottani. Eh bien, il faut aller à l'enquête du public, expliquer, expliciter, faire en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas d'une forme de tenter d'ethniciser l'école. Pas du tout. On n'est pas en train d'ethniciser l'école. On est en train d'élever la conscience des gens sur l'existence des éléments d'une civilisation qui est là, que pendant longtemps l'histoire a tenté d'écraser, mais que l'école aujourd'hui participe à la sauvegarde. Et ça, c'est formidable. L'école participe aujourd'hui à la sauvegarde des éléments. Par quoi? Par ses propres outils. Dans l'enseignement, les programmes et aussi les enseignants, petit à petit, corrigent quelque chose en eux. Ils vont devenir des vecteurs des futures connaissances de la nouvelle société attendue et des futurs citoyens attendus à travers ce qui se décline tout le long de l'histoire du pays. Je vous montre ici très rapidement comment on va les modéliser. On repart ici, à savoir que le savoir culturel est culturel, le savoir est contextualisé. Voilà, une tentative de modélisation, vous l'avez devant ici, juste après. Voilà. Donc, vous voyez, on part bien du mariage. On arrive au modèle virtuel. Ça va? On repositionne, on redessine, on modélise, en fait. Et après, la modélisation, on ne fait que schématiser. On n'en garde que les grandes lignes. Ici. Et j'ai repris ici, c'est un de mes collègues qui était à l'ESP, il termine sa thèse sur le dessin sur sable du Vanuatu. C'est très intéressant, on en a eu une tonne de discuter aussi. Je lui ai demandé s'il peut observer s'il y a des algorithmes, tout ça, etc. À l'intérieur, c'est terrible.
c'est là où vous voyez qu'il y a un schéma de pensée qui est là, il faut saisir cette pensée. Hein, mais ce qui est intéressant, par rapport à ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est que comment il définit la modélisation, une réécriture d'un phénomène. Là, je trouve ça fabuleux. La réécriture d'un phénomène. Vous voyez, du phénomène social ici, on en fait ça. Alors ça, c'est lié au clan. Et après, on arrive à chez la politique. Donc ça, c'est un exemple. Regardez ici le terme continu. On fait la continue. Mais personne ne soupçonne tout ça. Que le fait que ces objets soient positionnés là, et bien regardez ce que dit Lévi-Strauss. Que dit Lévi-Strauss? Que les choses sont ainsi faites qu'on n'a même pas besoin de parler. D'ailleurs, les disent, si tu commences à poser une question pour la science, tu sais déjà. C'est qui doit savoir. Et si tu commences à poser d'autres questions, je ne sais pas, voilà. Parce qu'on est censé savoir. De l'autre côté, il y a plusieurs théories sérieuses, tout ça, il y a des petites théories qui se font. C'est intéressant parce que c'est là où vous voyez ce que dit Paul Grice. Il y a des principes implicites de coopération. Les gens, ils s'alignent en termes de conscience. Et qui c'est qui est présent? C'est ce monsieur. Les autres, ils rigolent, mais ils s'alignent parce qu'il y a une coutume qui est là et il va falloir. Et le troisième point, ben, c'est ici, c'est que durant ces moments, les gens se sentent presque en communion et ensemble, pris dans l'intensité de la vie. Donc voilà un exemple dans l'espace et paroles. Voilà un autre exemple. Combien de fois vous êtes passé en allant à la Grande Terre, passant sur la côte est? Combien de fois arrêter à Canada pour acheter des mandarines, arrêter d'acheter des noix d'Aquadie, est-ce qu'on a pu soupçonner à un moment donné qu'un petit marché comme ça, on peut tirer des connaissances? Ça, c'est le petit marché qui se trouve avec la tribu de Kieti. Je crois Kieti ou Kieti, non, Kieti, je crois, avec la Poignée. Eh bien, regardez ce qu'on en tire comme connaissance. Et ça, c'est une photo aussi banale que toutes les photos. Sauf que voilà, j'en ai tiré. C'est bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne peut pas faire la vie, on ne peut pas faire la société, on ne peut pas faire la vie. Parce que c'est. Et vous avez un livre qui est sorti tout récemment, c'est le livre de Levesque. Il y a tellement de choses qui peuvent aider les gens. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, j'ai tiré tous ces éléments-là. Et après, j'ai basculé ici, au niveau du langage, parce que, mine de rien, dans ce schéma, on voit beaucoup d'implicite. Parce que ce qui est formidable dans ce qui marche, c'est qu'il n'y a personne devant. Or, dans le commerce, il faut oui. Donc, quelle est la qualité qui est envoyée derrière? La confiance. Les gens ont confiance. Et ça, c'est dans le contrôle didactique. La définition du contrôle didactique, c'est l'enseignant s'attend que l'élève agit en fonction de. Parce qu'il a mis les indices nécessaires et les codes nécessaires pour pouvoir exploiter la situation. Mais l'élève s'attend aussi que l'enseignant ait mis les dispositions nécessaires pour qu'il puisse entrer dans le contrat. Et bien, vous avez ici un exemple du contrat didactique, mais c'est plus un contrat didactique, c'est un contrat social. Un contrat sociologique. Moi, je me suis arrêté, la personne est en train de débourser, puis je la pas de ça avant. Il n'y a personne. Mais je sais que si je vais avoir les montants ici, ben, il faut mettre 220. Donc, 10, tu mets le prix qu'il faut, avant de tout, je te fais confiance. C'est quand même formidable. Et c'est ça que je dis. Et dedans, vous allez le faire, l'intention et le dire. D'autant plus que vous soupçonnez, mais ça je parle ici sous le couvert de deux anthropologues, c'est ici
dans contenant versus situation commerciale. La situation commerciale, vous avez le commerçant qui est devant. Et ici, le commerçant n'y est plus. Et pourtant, il y a des histoires de dos, tout ça. C'est-à-dire que vous deux qui puissiez justifier ça, pas qu'en Wallonie, etc. De mon côté, la question de l'inférence, les intentions de faire, de dire, etc. Pourquoi l'intention? Parce qu'il faut saisir l'intention. Et comme je l'ai dit ici, exclure l'intention, c'est s'interdire la possibilité de comprendre un processus ou une situation. Je continue, je le remets. Donc ici, vous avez un exemple d'une présentation sur l'implicite. Le petit marché, je reprends, je modélise, j'en tire un élément, je tire seulement l'implicite et je l'étudie l'implicite comme mode de communication et je vois ce que j'applique, etc. Dans l'implicite, il y a la logique, il y a l'énonciatif, il y a les présupposés, les sous-entendus, la méta-règle, l'application, etc., etc. Et c'est là où vous avez cette phrase que j'ai inventée moi-même, dire le non-dit du dit du non-dit, de la non-dit du dire, et dire suffisamment dans le sens du dire sans qu'on doit quand même le dire. C'est ça le jeu de la vie. C'est dire suffisamment ce qui doit être dit, à savoir qu'il ne faut pas le dire. Mais l'intention qui est, c'est de le dire. Voilà. C'est bon, on progresse dans la culture le mode de pensée, l'idée de la pensée et penser le lien, savoir ce qu'on s'en résout, mode de transmission de voilà, je parle au niveau du pays, là on arrive à la fin. Le système réticulaire global, insulaire, les échanges. Alors ça c'est une vieille carte qui date, c'est les relations coutumières au moment où les navigateurs français arrivent. Les géographes, tout ça, et ils me décident. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un outil qui montre qu'il y a du lien, il y a la réticulation, c'est ce qu'on appelle les chemins coutumiers, etc. Donc, c'est un espace d'interconnexion, l'homme est interconnecté, qui en sont des propositions culturelles, des réseaux partagés, présents, etc. C'est qu'on est toujours en lien avec quelqu'un, etc. Et lien entre l'échange, savoir et pouvoir. Je progresse. Voilà, les plusieurs modes de pensée. Ce qu'il faut retenir simplement sur ces schémas, c'est, je crois que c'est le schéma que je devais relever, mais je n'ai pas pu, j'ai oublié, c'est la question de la réticulation, mais ce qui est intéressant, c'est que, à travers ce que vous avez vu tout à l'heure, la question de la géographie, ça ressemble étrangement au système de connexion cérébrale, qui donne justement ces éléments-là, le fractal, l'horizon, le spirale. Ça, on va malheureusement l'expliquer. Et ça montre justement tout ce qu'on appelle le réseau, le système en réseau. Et bien entendu, face à ça, vous avez la continuité, la juxtaposition, l'adjacence. Des formes indisposées. On reviendra si vous posez des questions. Et ça, c'est le BEC, une occupation spatiale complète et radiocentrique. Et pour montrer un peu comment les systèmes sont interconnectés à l'intérieur de la tribu. Sauf que la tribu aujourd'hui n'est plus la tribu comment. Ça c'est au sens c'est pas symbolique, hein. Ça existe, bien. Et on sait que, parce que les tribus, maintenant, ça des formes de lignes. C'est des longs fils. Alors à l'époque, c'était représenté qu'on arrive à ici, une distribution de représenté. Là, vous voyez le côté spiralaire, vous voyez, ça tourne, etc. Je progresse. Voilà, ici un exemple de l'eau de la case. La pensée spiralaire spatialisée, toujours le chef au centre, avec tout ce qui tourne autour, etc. Donc là, c'est des exemples que je vous donne. Et les actions de formation. Alors, ce que j'ai tenté d'expliquer au niveau spiralaire, rhizomique et
Alors on a essayé avec un groupe de jeunes du Nord, ceux qui travaillent au Nord, d'essayer d'aller construire des outils. Qu'est-ce qu'il en est fallu? C'est qu'on a pu isoler. Donc ça, je passe parce que ça, c'est très rapidement. Ce qu'il faut. C'est un peu compliqué le schéma. Il dit, je suis pas vraiment maître du temps aujourd'hui vu tout ce qui s'est passé, mais juste on termine normalement dans 15-20 minutes. Ouais. Je sais pas quel a été le programme de chacun, mais voilà. Voilà, si tu veux rentrer un débat, ouais. Voilà. Donc, on a pu dégager ça avec les jeunes. Donc, ils ont sur la culture canadienne, tout ce qui est autour, voilà, comment identifier le réticulaire, les spirales, le fractal, tout ça, etc. Pour Point Bout, on a sauté aux dernières diapos, la 39-40, où c'est très réticulaire. C'est ça, c'est très réticulaire. Et on peut le renvoyer après pour qu'ils puissent. Après, on a travaillé ça, etc. Et l'horizon, c'est comme la mer bambou est là. Vous voyez, la mer bambou, sa petite racine a poussé et puis a redonné les bulbes ici. C'est ça l'horizon ici. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle une pensée panoramique. Une pensée en liaison. C'est là que souvent que les gens ils vont voir, ils c'est quoi ton nom? Et en fait, ils posent comme ça la question, c'est pas la peine de savoir le nom. En fait, ils savent le nom parce que dedans, ça va se mettre dans toutes les relations. Ah, tu es là, oui, tu t'appelles comme ça parce que tu as fait. Et tu peux faire la logique des gens. Ça, c'est une assise cérébrale qui est comme une puissance. Et que parfois, voilà, ça a donné ça aussi. Ça, c'est une autre forme de présentation. Ça veut dire, c'est simplement pour vous montrer que les choses, on le fait au travail avec les enseignants dans leur formation. Je crois que c'est pas la fin. Oui, la conclusion est là. Voilà. Donc. Il n'y a pas de conclusion. Si, il y a une conclusion. Voilà, je vous laisse lire en silence. C'est bon? En tout cas, pendant que vous finissez la lecture, je vous remercie pour votre attention. Et merci encore à Mme Fabino pour. Alors, je sais que c'est un peu dense, mais voilà, la prochaine fois, j'essaie d'être un peu méthodologique pour me concentrer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eddy. Donc, on a essayé de faire les pauses pour que la densité de tout ce qu'on a entendu, on l'assimile un peu. Donc, oui, désolé, on n'a pas bien maîtrisé tout le temps avec ces coupures. Néanmoins, il y a eu vraiment beaucoup de choses très, très intéressantes de partager. Moi, j'aime beaucoup le schéma structurant qui nous a fait passer des concepts à la pratique où on part ISO, ESO, EXO, là, qui me parle beaucoup en tant que chercheur pour aller jusqu'à traduire ce qu'on fait vers les écoles. Donc, voilà. On en a déjà pas mal parlé, donc je préfère laisser la parole à la salle ou aux collègues de Point Bout, de Nouméa ou de France qui sont encore en ligne. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question? On refait une autre séance pour le débat. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Claudia Lucette Blanchet, je suis la rédactrice en chef du blog
présence kanak. Ah oui. La multivadale. La question, c'est une question qu'on se pose énormément avec Ilana, étant aussi enseignante. C'est qu'en étudiant justement tout ce que vous mettez en place, à partir de quelle pédagogie, parce qu'il faut une pédagogie pour entrer dans le, surtout au niveau du primaire, hein, c'est les fondamentaux en primaire, à partir de quelle pédagogie vous pensez travailler pour faire entrer cela dans l'école? C'est une question. Est-ce que vous avez créé une pédagogie, un outil pédagogique complet avec toute sa philosophie que vous allez faire, à l'instar de la pédagogie Montessori? Par exemple, on a étudié ensemble la pédagogie Montessori et on trouve qu'elle s'adapte extrêmement bien à l'éducation qu'on donne en tant qu'analyste. Parce que l'éducation, le fondement de l'éducation, c'est l'autonomie et s'inscrire dans son environnement. Donc voilà, est-ce que vous allez travailler dessus ou vous allez mettre en place quelque chose? Alors, on va être deux à répondre parce que M. Tutugo, ici présent, a été aussi un des membres de ce conseil. Alors, pour le moment, ce que j'en sais, c'est qu'il y a le travail qui est mené auprès du CELC, le service des langues kanak, qui est au vice-rectorat. Mais pour le moment, si vous voulez, il n'y a pas de réel, à ma connaissance, il n'y a pas de réelle assise de recherche sur la pédagogie. Là, en ce moment, on est dans un processus d'habilitation et puis c'est vrai que c'est déjà diffusé, c'est déjà mais qu'ils prennent conscience que c'est un enseignant comme un autre, c'est pas encore si facile que ça. Mais moi, je pense que ça va venir, ça va venir. C'est vrai que les enseignants nous demandent beaucoup au niveau de la pédagogie, tout ça, etc. Mais il y a des pédagogies, comme vous venez d'en citer Montessori, vous avez la pédagogie freinée aussi, voilà, ce sont des pédagogies qui s'adaptent bien, parce qu'il y a tout l'idée de pratique, la réflexion, tout ça, etc. Donc ça, c'est important parce que on a déjà des outils liés à nos propres formations quand nous étions à l'époque de l'éducation nationale, après le vice-rectorat ici, enfin, les formations de l'école en Nouvelle-Calédonie, mais pour l'instant, les enseignants s'adaptent sur ces questions pédagogiques. Mais il y a lieu de réfléchir, comme vous mentionnez si bien, il y a lieu de réfléchir sur les formes de pédagogie à développer. Alors, je ne sais pas si M. Tugo a quelque chose à répondre là-dessus. M. Tugo, il est responsable dans le privé. Pour la tête, ce sont des recommandations qui sont en modèle d'enseignant, en formation. Comme vous l'avez dit, on tente de rapprocher avec certaines pédagogies qui doivent faire des formations, notamment avec la pédagogie de projet, qui me semble coller. Mais il y a une réflexion aussi en parallèle, parce qu'on continue aussi à prendre aussi l'élément en pédagogie comme un phénomène aussi. Il y a un fait aussi qu'il faut étudier. Et de ça, on développe aussi une recherche qui va être un point qui est proposé justement à l'université, la filière d'ethnopédagogie. Parce que toute culture a une pédagogie. On a des chercheurs ici qui travaillent dessus et on inspire au niveau de la tête, qui est la pédagogie kanak, qui justement se résume en un seul mot, c'est la pédagogie de la relation, qui est très développée par M. Charles Ramiro, qui arrive à mettre des concepts, des mots derrière. C'est un peu une combinaison de plusieurs pédagogies. Ça, on veut étudier aussi des objets de la culture, de culture et pédagogie. On peut se référer à des pédagogies qui ont été développées dans d'autres espaces. Et si on parle de civilisation, il y a aussi certains programmes qui sont intéressants à étudier aussi. À savoir que une des grandes préoccupations, effectivement, vous posez l'idée de pédagogie, mais c'est les modalités de transmission. Ça, c'est très important. Ça a été déjà l'objet d'une réflexion déjà très très longtemps.
sauf qu'à l'époque, c'était tiré au sens politique. Mais c'est aujourd'hui, la question de la transmission, elle est reposée. Et ce qui est un peu intéressant parce que ça peut passer par le biais de tout ce que tu dis, justement le travail du lien. Moi, à vous entendre, j'ai quand même une remarque. Je peux te présenter. Caroline, sociologue, parce que sociologue, anthropologue, enfin, on travaille quand même tous sur des sociétés. Je m'intéresse beaucoup à ces notions de passerelle, justement, et à tout entendre, j'ai quand même un questionnement sur ces histoires de pédagogie. On a bien suivi le processus de modélisation des savoirs pour un transfert. J'entends une pédagogie Montessori où on sait que les enfants sont plus à même de choisir le moment où c'est leur moment justement d'aller vers un certain apprentissage. Ça passe beaucoup par la pratique, il me semble quelque chose d'important. Tu évoques la pédagogie de projet. Je crois que c'est valable pour tous les enfants. C'est pour ça que quand j'entends pédagogie canal, il y a un truc qui me gêne. Parce que si destin commun on veut, est-ce qu'on va faire une pédagogie réservée à une certaine ethnie ou destinée à une certaine ethnie, ou est-ce qu'on veut, je crois que tous les enfants ont des difficultés dans l'apprentissage et que les méthodes de pédagogie de projet ou des méthodes un petit peu alternatives à l'école telle qu'elle n'a pas été réformée quand même depuis très longtemps sont profitables pour tous. Donc, pédagogie nouvelle, je veux bien, mais je te rejoins quand même beaucoup sur le fait de ne pas ethniciser l'école avec l'école des uns, l'école des autres, ou les pédagogies des uns, les pédagogies des autres, parce que je ne suis pas sûre que ça aille dans le sens de ce qu'on souhaite. Voilà. Après, c'est une remarque comme ça, mais dès qu'on met une culture, une pédagogie, ça me coince un peu. Je ne sais pas si... Oui, ça, je rectifie. Mais le terme utilise aussi en formation. Il y a aussi un effet aussi pour l'information, pour le personnel enseignant logical. Ça fait prendre conscience qu'il est en train d'utiliser tous les jours des choses qu'il n'arrive pas à pratiquer dans la classe. Il fasse une recherche sur les noms, sur sa culture, et qu'il puisse. Oui, le nom qui est donné, c'est la pédagogie de la relation. Il y a un nom en géo. Parce que l'exemple était sympa aussi, dans ce petit film et ce petit extrait, d'une enfant qui expliquait ou qui avait du moins intégré la symbolique autour de la case. Voilà, donc là on voit bien que les transmissions se font et qu'on regarde finalement cette altérité différemment, qu'on l'intègre et que du coup on a des choses à dire qui vont être utiles, qui vont être stimulantes pour aller peut-être plus loin aussi. Parce que ce sont ces gosses-là qui feront le boulot dont tu parles. Tous, quelle que soit leur origine. Justement, le fait à réfléchir sur cette pédagogie, comme vous disiez, justement, nous, ce qu'on s'est rendu compte avec Johanna, c'est que beaucoup de choses étaient faites dans la culture kanak, mais comme ce n'était pas reconnu, non, ce n'était pas conceptualisé, ce n'était pas écrit. Mais de fait, les connaissances sont là. De fait, les connaissances sont là, il suffit juste de mettre des mots dessus. Alors, c'est peut-être maladroit de parler de pédagogie kanak, mais c'est ça pour que les gens prennent conscience. Il y a un exemple qui est formidable qu'on avait rapporté. Il y a une association de parents qui commençait d'abord l'instruction en famille et qui ensuite fait venir une pédagogue, une animatrice Montessori. Il a fait venir à une fou. Et pendant 2-3 jours, elle a animé en plein air les ateliers Montessori pour enseigner aux parents. Et au bout de 3 jours, les mamans, les papas sont venus voir en disant qu'est-ce que vous faites? Ça s'appelle comment? Donc, ils ont expliqué avec des grands mots. D'ailleurs, ça aussi, des grands mots, ce qu'était la pédagogie Montessori. Et à la fin, ils leur ont dit c'est nous, c'est comme ça qu'on élève nos enfants. Ouais. Donc, j'aime aussi cette simplicité, moi, dans la culture. C'est la simplicité des choses. Mais aujourd'hui, plus c'est simple, moins c'est reconnu. Alors, des fois, il y a peut-être des mots un peu forts pour faire réagir les gens.
une question de détail. Merci pour la présentation. Bien. Tu peux te présenter. Ah oui, je suis bien mon chef. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on dire, je sais pas, légalisation, c'est un truc bien que j'ai dit, c'est trop dense. Légalisation. Ah, légalisation. Ah, ici, là? Oui. En fin de compte, égalisation, ce qui veut dire que le phénomène que vous étudiez ici, lorsqu'il passe à travers la science, le phénomène, il est retravaillé. Vous voyez, il est retravaillé, il va avoir autant le statut, vous voyez, là on va dire okay, le statut de phénomènes sociaux, hein, mais en même temps, il a à la base statut de savoir savant, mais savoir savant universitaire. Ça va? Comme par exemple, vous allez observer un phénomène qui est là. Vous allez observer ce phénomène. Quand vous le portez d'une manière brute ici, si vous le gardez d'une manière brute, eh ben, on est encore dans la singularité du phénomène. Or, ici, il faut de plus en plus égaliser et généraliser pour que ce soit une connaissance partageable, on va dire, entre guillemets, reconstruit à l'intérieur de l'université. Ce qui fait qu'à travers la question que vous vous posez ici et que vous arrivez à trouver quelque chose, vous arrivez à déduire, voilà, j'ai trouvé quelque chose ici, à un moment donné, ben, pour égaliser, vous allez contacter Caroline, vous allez dire, tiens, j'ai trouvé ça, il faut que tu t'intéresses à cette question. Parce que, et là, on va commencer à savoir, se nourrir hein, des points de vue de chacun, etc. Mais pas seulement pour nous, des points de vue de chacun, c'est de rentrer dans une forme d'épistémologie, c'est-à-dire des critiques que nous allons amener en fonction. Et là, le savoir, à un moment donné, devient un savoir consistant à l'intérieur du monde universitaire. Hein? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit égalisation et normalisation. Alors, je me répète quand je dis normalisation normative, parce qu'elle est normalisée dans le sens où ça rentre dans le carcan de ce qui est défini comme savoir universitaire, mais dans la norme, parce que c'est ces savoirs-là que doit passer tout ce qui est lié à l'enseignement, mais aussi aux recherches. C'est-à-dire, on se base sur tout ça pour pouvoir projeter d'autres recherches. Ça va, je dis, c'est assez clair? Oui. Non, mais faut pas avoir peur de dire. Ici, on est trop dans le subjectif. Voilà. Et petit à petit, le travail que vous menez ici, c'est d'enlever un peu de cette part de trop subjectivité pour. On en garde, parce que c'est quand même une connaissance spécifique d'une société. On en garde. Mais sauf que là, on rentre dans le carcan de la théorie, des théories, tout ça, etc. C'est-à-dire de tout ce discours savant, tout ça, etc. Mais ça n'empêche en rien que vous ne pouvez pas dire que c'est un savoir qui n'est pas de la société canadienne. C'est un savoir qui est lié à la société canadienne. Mais sauf qu'ici, ce savoir-là, il est plus ou moins généralisé. Ce qui fait que n'importe quel chercheur sur la planète peut s'intéresser et s'appuyer dessus pour pouvoir expliquer un certain nombre de phénomènes. C'est ça que j'essaie de dire. Et il y a des questions secondaires, mais par rapport à l'égalisation statutaire. Ben si vous enlevez la question de l'égalisation statutaire, c'est que le savoir que vous allez produire ici n'aura plus de répondant ailleurs. C'est parce que, à moins d'identifier un autre savoir. Normalement, si vous trouvez un principe ici, eh ben, normalement, ça peut être étudié ailleurs, mais sous d'autres formes. C'est la généralisation, en fait, au niveau de la recherche, au vu de l'égalisation statutaire. Oui. Je n'ai pas bien dit. C'est la généralisation en recherche qui produit l'égalisation statutaire. Oui, oui. C'est-à-dire, si je prends un cas concret, l'INIAM, par exemple, j'étudie l'INIAM comme un phénomène dans les échanges de livres. J'arrive en recherche,
À peu près ce que vous avez expliqué, je pense, je comprends que les gens ont du cours en assimilation linéaire. Je n'ai pas fait tout à parler tout à fait sur la vidéo de lien de choses importantes dans la société kanak. On passe ça et on égalise. Je pense qu'il y a une généralisation par rapport aux échanges de livres dans toutes les sociétés. Attention, parce que c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Si vous commencez à généraliser, là, ça devient dangereux parce que vous essayez de. Donc, il faut garder quand même les certaines cibles. Quand Rodrigo explique justement la question de l'igname à l'intérieur de la société, avec les clones, tout ça, etc., eh bien, il explique, on le voit bien, ça appartient bien à la société kanak, il observe la société kanak, tout ça, etc. Mais quand il arrive à cette forme d'égalisation sociétaire, c'est-à-dire que cet objet-là, vous pouvez le prendre et le comparer, par exemple, avec ce qu'il fait d'ailleurs, compare avec le blé. Il peut, et ça pourrait aller comparer avec le blé. Donc, ce qui fait que là, il y a, le mode comparatif peut se faire parce que vous avez isolé quelque chose et vous pouvez comparer avec cette autre chose, etc. C'est ça ce que j'appelle une forme de. C'est pas généralisation au sens où il y a fusion, où tuer le. Non, là c'est dangereux. Là c'est dangereux parce que là, c'est un peu l'histoire de l'identité. On doit quand même respecter l'identité de ceux qui nous ont fourni ce phénomène. Vous avez écrit dessus? Hein? Il y a un livre sur ce. Il va sortir. Je suis invité pour une relecture de ce qui a été relu par l'expert pour accepter la commande. Mais normalement, il sort. Les colombages. Oh! Et c'est la thèse. Mais ça, je n'ai pas trop écrit. Il y a Séverine qui va poser une question aussi, je crois. Séverine? Pour voir le titre. C'est la même question que Sonia sur s'il y avait justement une publication ou des textes pour essayer de. Enfin, c'est très 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 riche comme réflexion et ça fourmille, c'est à la fois finalisé, engagé, enfin c'est vraiment stimulant. Et puis du coup, moi ça me nécessite le temps de passer par l'écrit et c'est pour ça ma question est la même que celle que Sonia, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un livre ou des articles qui expliquent, qui reviennent sur cette différence d'éléments en détail. Et je voulais entendre le titre de l'ouvrage envisagé. D'abord, merci pour la question à vous, Sonia. Effectivement, il y a deux textes. Il y a un qui va sortir avec les colons qui vont laisser pour tournage. Le texte, je crois qu'il sort cette année, au mois d'octobre. Il est publié où on voit le petit marché, tout ça, etc. Et l'autre, il va plus tard. Il en lecture, c'est justement des schémas. Alors, j'ai bien séparé. J'ai remarqué le côté là. Du coup, il y aura deux publications sous forme d'articles chapitres, plus un ouvrage qui sortira l'année prochaine, probablement que tu as. Oui, voilà, c'est pas en fin d'année ou pas l'année prochaine. Mais il est bien rempli, son crédit, son démarrage. Ça y est, les relectures sont finies. Voilà, donc pour répondre à vos questions, voilà. Donc normalement, le schéma, on va le retrouver dans le texte dans les sciences de l'éducation. Pourquoi? Parce que justement, c'est tout ce qui est lié à l'aspect didactique, etc. Et vous voyez ces termes-là, ESO, ISO, ça traduit bien ce que souvent on ne dit pas. ESO, si vous voulez, bon, ça donner des termes ésotériques. Mais parce que c'est un terme qui est aujourd'hui renvoyé à d'autres sphères, mais le cas des réseaux, c'est simplement ce qui est à l'intérieur de la société. C'est la racine pour dire intérieur. Et l'ISO, justement, vous parlez d'égalisation, l'ISO, qui a donné isométrie, isoment, tout ça, c'est une forme d'égalisation au niveau des phénomènes. Et l'exo, ben, c'est la mise en exercice et l'extériorisation d'une connaissance que vous avez mettre en place sur les planètes. Donc, je n'ai fait que reprendre un certain nombre de morphèmes grecs. Mais sinon, c'est pour essayer de traduire, parce que, si vous voulez, la critique, on nous dit souvent,
le FCK, c'est pas scientifique. Moi, je viens de traduire le contraire. Je dis, je si. Puisque, et ça, c'est les critiques qu'on a eues, je dis, avec M. Dubois, là. C'est quoi étudier l'INA? Parce qu'il voit que les tubercules, il y a au-delà des tubercules, il y a toute la hiérarchie sociale, il y a et c'est là qu'on voit, justement, et pour faire cheminer ces choses-là, c'est un sacré chemin que l'on va mener. Oui, monsieur. Tu peux te présenter. Est-ce que pendant, on a un héritage aussi des écoles populaires, notamment par la pédagogie du thème de l'alternance, qui était composée. Est-ce que, ouais, quelque part là, c'est. Alors, pour répondre à vos questions, l'école populaire Kanak, c'est une démarche très, très intéressante. C'est une démarche, je l'ai critiqué dans la tête, c'est une démarche très intéressante, sauf que ça a un peu enfermé. Ça a un peu enfermé. Ça, c'est le. Mais la démarche est intéressante parce que c'est là où vous voyez, c'est ce que dit, comment il s'appelle, le chercheur qui a écrit là. Oui, le collègue qui a écrit le livre avec le chercheur de Paris. Ah, Gauthier. Et effectivement, il dit, ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'ils reprennent la sagesse des dieux, ils essaient de. C'est un peu ce que j'essaie de traduire, j'essaie de faire remonter à partir de ça pour pouvoir déboucher sur quelque chose qui est fiable et transférable à l'école. Et c'est là que c'est important, c'est que, de toute façon, on peut miser tout de suite 1 milliard et lui dire, la vie, c'est sur me dire. Moi, j'ai dit, tout savoir relève du réel et de la société et des phénomènes de société. Lui dire le contraire, on doit le faire, parce que personne n'a inventé à savoir. Parce que là se pose la question de mais non. Qu'est-ce que tu sais de ce que tu sais? Là, on va vivre. C'est tout ça. Donc, on part bien d'un réel quelque part, on part bien de ça, avant d'arriver à faire des dessins, on observe les choses. Donc, c'est important cette conférence. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut partir de ces modalités d'observation, de le faire, de dire, tout ça, avec les transmissions, pour arriver vers les pédagogies. Alors, au privé, il s'appelle pédagogie Kanak. Nous, pour l'instant, on est resté sur l'idée de réfléchir sur les modes de transmission et surtout s'intéresser à la manière de penser. À la manière de penser. Parce que le réel a une incidence sur la pensée. Oui, non, je vais juste reprendre. Il y a un commentaire de Ivan Canales-Salgado qui est en ligne en France. Il remercie pour la présentation très riche et intéressante et qui a une question. Quelles initiatives sont prises en compte aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la co-construction que vous décrivez? Y a-t-il une évolution? Au niveau de la co-construction, les FCK, c'est un exemple. Les éléments fondamentaux de la culture est un exemple de co-construction. On a essayé de co-construire avec beaucoup de partenaires qui sont autour de ça. Et il y a les scientifiques, et ça c'est le monde des spécialistes. Mais on s'est appuyé sur beaucoup de recherches autour de ceux qui ont réfléchi, les anciens, tout ça, etc. Et ça c'est ce que nous apportons au niveau de nos recherches, tout ça, etc. Mais ça produit quoi? Ça produit une articulation énorme à l'intérieur qui, regardez les territoires d'outre-mer et les départements, qui aujourd'hui auraient la prétention de dire il faut fabriquer un projet éducatif. Vous vous rendez compte? Si la République est unie et indivisible. Hein? Donc si nous permettons aujourd'hui de fabriquer un produit qui s'appelle projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une école qui existe et c'est fruit justement de cette forme de coopération. Et chose encore impensable, c'est que pendant longtemps, les privés étaient restés et là, le privé est partenaire.
J'ai un représentant du privé devant moi. Donc la co-construction, elle est là, la co-construction sociale, on en tient compte. Et c'est pour ça que les questions de la laïcité, c'est-à-dire tout ce qui relève des valeurs de la République, tout ce qui relève des valeurs du christianisme, tout ce qui relève de la culture kanak, c'est sans lier. Aujourd'hui, les trois références au niveau de cette entreprise de construction. Donc, il y a une réelle co-construction. Donc, ça, c'est une dimension. Après, l'autre co-construction, c'est évidemment la question que les enseignants doivent mener, à apprendre à articuler les savoirs. Hein, articuler les savoirs. Et un philosophe, tout philosophe qui peut, il peut à la fois expliquer Heidegger et expliquer les principes que Heidegger décrit à l'intérieur de la société kanak. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et traduire du Ménon, du Socrate ou du Platon à l'intérieur. De toute façon, parce que ce sont des connaissances aujourd'hui universelles. Et justement, c'est grâce à ce nivellement, etc. Donc, on doit être capable. Et ce qui est formidable, et ça, c'est la génération d'enseignants que nous sommes en train de former, c'est que ces jeunes enseignants européens, et je peux me le dire comme ça, auront la chance que nous, on a la double culture. Moi, j'ai ma culture kanak, mais j'ai aussi la culture occidentale par l'école. Et eux, ils pourront avoir notre culture et leur culture. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est le pari de l'intelligence. Ça permet d'aller au bout de la pédagogie de la relation, dont vous parliez tout à l'heure. Mais Eddy, je vais devoir clore le séminaire parce qu'on a déjà débordé de plus de 15 minutes et il y a une autre réunion qui s'enchaîne. Merci beaucoup. Moi, ça me donne vraiment envie aussi d'aller au-delà de juste un séminaire à un moment, mais peut-être d'avoir un atelier avec quelques chercheurs de sciences sociales et autres. Vas-y. Eh ben, nous venons de finaliser, c'est une forme d'articulation pour répondre à la dame, là. Ben, les toits de marée, c'est-à-dire le livre qui est sorti sur les modalités de chasse des chasseurs maréens, eh ben, c'est aujourd'hui remis au goût du jour par justement l'écriture que la Cité kanak a apportée. Voilà une merveilleuse articulation. C'est formidable. Merci. Merci à toi. C'est un petit ouvrage qu'on vient de sortir et qui va être diffusé là prochainement et mis en vente aussi au silo sur les toits de marée des lieux de chasse avec un sens très fort au-delà de juste le fait de chasser. Je vous en dis pas plus. Mais donc c'est un travail d'écriture qu'on a fait ensemble aussi avec Eddy et quelques collègues. Pourra contribuer à cela. J'espère qu'il ira vers les écoles aussi. Donc merci, mais je recontinue mon idée. Si on arrive à organiser un atelier un jour avec quelques personnes intéressées au-delà d'un séminaire, ça peut être à mon avis une autre formule aussi de nos actions de sciences sociales ici en Calédonie. Merci beaucoup encore Eddy. Et puis encore pardon pour les soucis. Les logistiques et de connexion. Et je vous enverrai un message quand je saurai qui sera le prochain des séminaires parce que je ne le sais pas encore. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Justement, mais on a tous peur de ça. Ça, c'est la hantise. On ne peut pas tomber là-dedans. C'est juste.